sédiments qui sont plus fins, des argiles. Et au fur et à mesure que vous exercez une pression, vous voyez la limite entre les sables et les argiles, ils vont vous former pas uniquement des irrégularités. Quand il s'agit d'irrégularités, on va parler de l'eau de gaz. Mais quand il s'agit de figures encore plus compliquées, qui ressemblent carrément à des flammes de feu, donc c'est pour ça qu'on les appelle des flammes structures. D'accord? Donc il faut imaginer en fait que nous avons, disons, le même type de scénario, que les lots de cast, sauf en fait à un stade beaucoup plus évolué. Le troisième type donc de figure, ce qu'on appelle en fait des convolutes. Des convolutes. Alors les convolutes, c'est quoi? Alors je vous rappelle tout simplement convolutes. Alors nous avons vu ici, regardez, quand nous avons vu au niveau de, regardez le terme C de la figure de la séquence de Bowman. Enfin, le terme C, vous avez lamination entrecroisée et convolute. Alors maintenant, on va expliquer ce que c'est qu'une convolute. Alors une convolute, c'est quoi? Alors, en anglais, on les appelle ça ball and pillow. Ball and pillow. Alors ce sont des perturbations du laitage. Ce sont des perturbations du laitage liées au départ d'eau. Suite à l'enfouissement. Et les figures, ils se produisent généralement dans des sédiments fins qui sont gorgés d'eau. D'accord? Donc vous notez déjà la définition, comme je vous explique. Donc ce sont des perturbations du laitage liées au départ d'eau suite à l'enfouissement. Ils se produisent dans des sédiments fins gorgés d'eau. Alors je vous explique rapidement. Je ne sais pas si je vais y arriver avec encore une fois un schéma. Je vais imaginer par exemple que j'ai des couches. Très fins. Voilà, je vais y arriver. Voilà, supposons par exemple que j'ai une couche. Supposons que ça correspond normalement à des petites couches d'argile. D'accord? Donc il faut imaginer par exemple que je suis dans un milieu qui est, ça c'est très important, dans un milieu qui est nous avons ce qu'on appelle des couches hydroplastiques. Des couches une couche hydroplastique. La chaîne hydroplastique, ça veut dire en fait c'est une couche qui est gorgée d'eau. Si vous avez par exemple des sédiments qui se déposent dans un milieu aquatique, bien au début, vous avez un sédiment qui est très gorgé, qui est gorgé d'eau. D'accord? Donc si au fur et à mesure, je vais prendre la couche, je vais prendre par exemple la couche que je vais appeler tout à fait ici, à ce niveau-là, je vais l'appeler la couche A. Par exemple, voilà. Là, la deuxième, pardon, excuse-moi. Aïe, aïe. Là, par exemple, je vais considérer que la couche A, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, donc, il faut imaginer que là, vous avez des couches en fait qui sont, disons, qui sont gorgées d'eau. D'accord? Puisqu'on est dans une sédimentation aquatique. Si, au fur et à mesure que vous avez un dépôt, au fur et à mesure que le dépôt se fait, vous allez avoir des couches en fait qui vont exercer une pression, on appelle ça une pression lithostatique. D'accord? Nous allons voir ici des couches qui vont exercer une pression. En fait, c'est une pression qui est liée
au dépôt des couches, au poids des couches sous-jacentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les couches qui sont là, ils vont essayer, donc ils vont perdre de l'eau. D'accord? C'est-à-dire en fait que vous allez avoir en fait l'eau qui va s'infiltrer et qui va aller, donc quand vous exercez le poids du haut vers le bas, vous allez avoir en fait de l'eau qui va partir dans ce sens-là. D'accord? L'eau qui va, si vous pouvez imaginer ce phénomène. Là, vous l'avez déjà fait par exemple sur la plage. Si vous avez par exemple un sable au niveau de la plage qui contient de l'eau, qui est humide, si vous mettez votre pied dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau, il a tendance à partir vers le haut. Et donc, les couches A, par exemple, il va perdre de l'eau. Eh bien, si la couche A perd de l'eau, eh bien, il va perdre du volume. D'accord? Ben, ici, il perd de volume. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, il va avoir, disons, une perturbation au niveau. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est ça en fait devient les convolutes. Donc, nous avons le convolute qui est là. Donc, donc là, à la base, vous avez un laitage qui est bien fait, donc ça veut dire à ce niveau-là, peut-être c'est une couche disons, qui a déjà un certain granulométrie, un sable. Mais vers le haut, quand vous allez avoir des argiles, qui sont déposées, et quand vous exercez une pression, l'eau, il a tendance à, disons, à partir vers le haut, et automatiquement, vous allez avoir en fait une perturbation du laitage à ce niveau, donc à l'intérieur. Donc on appelle ça en fait un convolute. D'accord? Donc c'est une perturbation de laitage liée au départ d'eau suite à l'enfouissement. Ils se produisent dans des sédiments fins qui sont gorgés d'eau. D'accord? Donc là aussi, ce sont des figures qui sont post-dépôt. C'est après le dépôt, suite à, disons, à l'accumulation, disons, des sédiments qu'on a le phénomène. Bien. On va aller voir maintenant ce qu'on appelle les dikes neptuniens. Les dikes neptuniens. Alors, les dikes neptuniens, ce sont des dikes sédimentaires liés à la compression de couches sédimentaires gorgées d'eau et de composition texturale et rhéologique différentes. Alors, donc je vous laisse d'abord, disons, la définition. Donc, ce sont les dikes sédimentaires, ce sont les dikes neptuniens, on les appelle également des dikes sédimentaires liés à la compaction des couches sédimentaires gorgées d'eau et de composition texturale et rhéologique différentes. Alors, par un schéma, je vais essayer donc de vous expliquer encore une fois, rapidement. Alors, je ne sais pas si, déjà, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'un dike, mademoiselle? Vous avez vu ça dans les roches magmatiques, un dike? Oui, monsieur. Un dike, voilà. Donc, un dike, normalement. Alors, un dike. Monsieur, il est oui, vertical pardon? par rapport à la stratification. Voilà, très bien. C'est la définition. Ça veut dire un dike, normalement, vous avez en fait une couche magmatique, généralement, les dikes magmatiques. Ce sont des couches qui sont généralement verticales par rapport, disons, à la stratification. Normalement, vous allez avoir en fait le dépôt qui se fait de façon horizontale, mais un dike, c'est quelque chose qui est oblique ou bien pratiquement vertical. Alors, c'est la même chose. Donc, imaginez par exemple que j'ai une couche. Alors, donc, je vous explique ça rapidement. J'ai par exemple une couche. Alors, j'ai 3 couches. Regardez ce qui se passe. Alors, j'ai par exemple ici une couche A. J'ai marqué par exemple ici un grès, ou bien une argile. Ici, j'ai une argile. Et là, au milieu, j'ai un sable. Voilà. Alors, imaginons par exemple maintenant que disons que j'ai une pression qui est exercée sur les couches linéaires. J'ai une pression électrostatique.
Alors, rappelez-vous, je rappelle que normalement, entre l'argile et le sable, qu'est-ce qui va se passer entre l'argile et le sable? Ben, je vais avoir ce qu'on appelle des load casts, des figures de charge. Pourquoi? Parce que le sable et l'argile, ils ont des textures qui sont différentes. Donc, normalement, au lieu d'avoir, disons, une limite qui est continue, ben, je vais être plus logique. Je vais dessiner une ligne qui est irrégulière. Ça veut dire, en fait, je vais avoir, par exemple, des choses, en fait, qui sont comme ça. Vous voyez? Voilà. La même chose, entre le sable et l'argile, j'ai des textures qui sont différentes. Et puis, je peux avoir la même chose, au lieu d'avoir une ligne régulière, je vais avoir en fait des lignes qui sont comme ça, vous voyez? Alors, de temps en temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, de temps en temps, je vais avoir en fait une descente qui va se retrouver avec celle-là, comme ça. Vous voyez? Voilà. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai le niveau de sable, et puis j'ai l'argile qui va carrément rentrer en contact avec l'argile qui est ici. Donc, ça veut dire en fait que normalement, donc j'élimine carrément malheureusement, je ne peux pas l'éliminer, mais ici, donc vous voyez, j'ai pratiquement ce qu'on appelle un dike sédimentaire. Ça veut dire en fait, j'ai une sédimentation normalement qui est horizontale, mais à ce niveau-là, j'ai une couche, oui, j'ai une couche d'argile normalement qui est pratiquement verticale à ce niveau-là. D'accord? Remplissage de forme, rien. À ce niveau-là, donc j'ai une couche qui est verticale. Donc on appelle ça, voilà ce qu'on appelle un dike sédimentaire ou bien un dike neptunien. On appelle ça un dike sédimentaire. Donc normalement, un dike neptunien, c'est un dike sédimentaire lié à la compaction de couches sédimentaires gorgées d'eau et de composition texturale et rhéologique différentes. Donc si vous voyez jamais, à partir de l'analyse des couches sédimentaires, si vous rencontrez des dikes sédimentaires, maintenant vous savez à quoi ça correspond. Ça correspond tout simplement à des figures sédimentaires post-dépôt qui indiquent que le sédiment est égorgé d'eau et que nous avons surtout une pression lithostatique importante qui est exercée sur la découche. D'accord? Bien. Un autre type donc, de figure post-dépôt, c'est ce qu'on appelle des mud cracks. Les mud cracks. Alors, les mud cracks, c'est ce qu'on appelle des fentes de dessiccation. Des fentes de dessiccation. Regardez les figures qui sont en bas, donc les figures. Donc, ce sont des figures que vous avez déjà l'occasion de voir. Et ce sont des figures généralement qui indiquent une sécheresse. Quand on a, par exemple, quand vous êtes dans des régions où il y a plus de pluie, dans les déserts, la plupart du temps, on vous montre les photos qui indiquent en fait le synonyme de sécheresse. Alors, tout simplement, c'est quoi les fentes de dessiccation? Alors, ce sont des figures d'assèchement sur des sédiments fins. Normalement, qu'est-ce qu'on a des figures? On rencontre des figures quand on a surtout des argiles. On ne peut pas les rencontrer dans des sables grossiers. Hein? C'est uniquement dans les argiles ou bien des sites fins. Ce sont des figures d'assèchement sur des sédiments fins. Alors, si on a regardez par exemple ici à gauche, vous avez des fonds de dessiccation actuelles, encore une fois le phénomène d'actualisme, et à droite, vous avez des fonds de dessiccation sur des roches anciennes. Oui, sur des roches, par exemple, qui datent de plusieurs millions d'années. Alors maintenant, si vous avez les figures dans votre série sédimentaire, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, tout simplement, la conclusion, c'est qu'on est arrivé à ce qu'on appelle une exondation. Ça veut dire en fait que le milieu est devenu aérien parce que vous ne pouvez pas avoir des figures sédimentaires de cette sorte dans des milieux qui sont profonds, bien peu profonds, qui sont sous la tranche d'eau. Sous la tranche d'eau, les figures des mud cracks ne peuvent pas se former. Donc, si vous les avez dans des couches sédimentaires, ben, automatiquement, vous allez dire que la sédimentation s'est effectuée dans un milieu continental avec des conditions d'évaporation qui sont importantes. D'accord? Ça va, vous suivez toujours, mademoiselle? Très bien. Bien, alors on y est presque. Donc maintenant, on va passer à une autre figure, toujours post-dépôt, ce qu'on appelle du slump. Du slump, ou bien du slumping. Du slumping. Alors, c'est quoi un slump? Alors, ce sont des figures liées à la mise en mouvement d'un sédiment hydroplastique, gorgé d'eau, sur une surface inclinée. D'accord? Sur une surface inclinée. Ça veut dire, en fait, on appelle ça un glissement synsédimentaire
généralement dues à des secousses sismiques ou tectoniques. D'accord? Alors, je vous explique un slump. Alors, j'attends un tout petit moment, donc je vous laisse donc prendre à la définition, noter à la définition. Alors, donc, je vais imaginer par exemple une sédimentation. La plupart du temps, nous avons l'habitude en fait. Alors, je vais mettre. Je vais imaginer par exemple que la plupart du temps, je vous indique en fait que la sédimentation qui se fait dans un milieu horizontal. Supposons maintenant que la sédimentation se fait dans un milieu relativement incliné. D'accord? J'ai par exemple, au lieu que la sédimentation se fasse dans un milieu horizontal, il se fait dans un milieu incliné. Donc, je vais supposer par exemple que vous avez une première couche par exemple, d'argile qui va se former alors, à la couche, par exemple, je vais considérer que c'est du sable. Hein? Je vais considérer, par exemple, que c'est du sable. S. Donc, je vais marquer ici un S. Voilà. Et puis, je vais avoir une deuxième couche qui va se former, qui va se déposer, mais toujours sur la pente. D'accord? Donc, dans un premier temps, donc ça, je vais supposer que c'est une argile. D'accord? Voilà, donc là, j'ai une argile. D'accord? Alors, il faut imaginer que à ce niveau-là, donc je suis dans un milieu de dépôt, une couche qui est hydroplastique, argileuse, qui est hydroplastique, d'accord? Une couche qui est hydroplastique, déposée sur une pente. En fait, c'est une couche qui est à la limite de la stabilité. Alors, supposons maintenant que j'ai une secousse tectonique qui va taper, qui va affecter les milieux de dépôt. Une secousse tectonique. Hein? Ce qui va se passer, tout simplement, la couche qui est là, la couche 1, il va glisser. Il va subir en fait ce qu'on appelle des perturbations. Alors, soit il va donner des petits glissements, hein, donc ça veut dire en fait, donc, au lieu de la dessiner comme ça, bien, je vais la dessiner hop, de cette façon-là. Vous voyez, il va former par exemple des petits glissements comme des plis, vous voyez. Il va glisser sur un de bon. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une couche premièrement qui est plastique, qui est gorgée d'eau, et puis qui est sur une pente. Et puis après, supposons maintenant que vous avez une autre couche qui va arriver par la suite, une couche sableuse. Alors, la couche sableuse, il va venir et puis il va, encore une fois, couvrir le reste. D'accord? Et hop, je vais mettre ici la couche S. Pardon. Voilà. Voilà. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, je peux avoir maintenant d'autres couches qui vont arriver par la suite, par exemple des couches sableuses ou bien des couches argileuses. Je peux avoir par exemple une couche argileuse qui s'est déposée, mais il n'y avait pas de secousse sismique. Encore une fois, une couche sableuse qui va se déposer, il n'y a pas de problème. Là, encore une fois, une couche par exemple argileuse, qui est déposée sur la pente, mais il n'y a pas de secousse sismique. S'il n'y a pas de secousse sismique, il n'y a pas de raison pour qu'il soit perturbé. Donc, ça veut dire en fait que la couche que vous avez ici, c'est une couche qui est argileuse, normalement, qui s'est déposée sur une pente, mais avec une secousse sismique. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? De la couche, je vais avoir en fait des perturbations. Soit ça peut donner un pli, soit ça peut donner des fragments d'argile, mais qui sont
qui sont fossilisés sur d'autres couches. Est-ce que je peux dire que de l'argile, c'est un pli? Est-ce que c'est un plissement qui est tectonique? Bien non. Alors, on a toujours tendance à confondre disons, un slump avec des plis, mais non, il ne faut pas les confondre. Pourquoi? Parce que si c'était un pli tectonique, alors la tectonique, il va affecter toutes les couches. Toutes les couches ici vont être plissées dans le même sens que la couche là. Alors que normalement, le plissement, il n'a concerné que la couche argileuse, mais ça veut dire en fait c'est un phénomène qui est, on appelle ça un phénomène qui est synsédimentaire, qui a eu lieu pendant la sédimentation. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'en fait que le slump, c'est des figures liées à la mise en mouvement d'un sédiment hydroplastique qui est gorgé d'eau sur une surface inclinée. Généralement, on appelle ça un glissement synsédimentaire, généralement qui est dû à des secousses sismiques ou tectoniques. Alors, regardez par exemple, faire des couches, regardez, si on analyse les différents types de couches, vous voyez, quelquefois, donc on a des couches qui sont continues, mais à l'intérieur de la couche, à ce niveau-là, au niveau du stylo, regardez comment se présente la couche. Donc, c'est une couche qui est pleine de fragments, de fragments d'argile qui sont comme ça, qui sont déjà, en fait, lités. Ça veut dire tout simplement que c'est une couche qui a été formée, et puis qui a glissé, et puis qui est fossilisée par les autres. D'accord? On appelle ça, en fait, un slumping, un slump. Alors ça, quand vous avez un slump dans des couches sédimentaires, qu'est-ce qu'il va vous indiquer comme information? Il va vous indiquer. Alors, la première information, c'est que vous êtes sur une surface qui est inclinée. D'accord? La première indication. Vous êtes sur une surface qui est inclinée. C'est-à-dire, en fait, la sédimentation s'effectue sur une pente. La deuxième information, c'est que vous avez en fait une secousse sismique ou bien une secousse tectonique. Alors, les conditions, il faut être sur une surface inclinée, il faut une secousse sismique ou bien tectonique, mais également, une dernière chose, c'est que il faut que, alors je vais m'expliquer, il faut que le sédiment soit hydroplastique. Alors, les conditions pour avoir un slump. Il faut que le sédiment soit hydroplastique, hein? Ça veut dire en fait encore gorgé d'eau, sur une surface inclinée, et puis il faut obligatoirement une secousse sismique ou bien une secousse technique pour déclencher disons, le slump. Bien. Un autre type, Monsieur, donc sixièmement, donc, oui, mademoiselle. Si on a, par exemple, si on va par exemple à un slump, Oui. on peut dire ce sont des plis sédimentaires. Pardon? Est-ce qu'on peut dire? Sédimentaires. Des plissements sédimentaires. Rapidement. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce sont des plis sédimentaires? Non, mademoiselle. Non, le terme pli sédimentaire, ça n'existe pas. Parce que normalement, un pli, il ne peut être en fait que tectonique. Quand on parle d'un pli, la plupart du temps, le pli, il est lié à des contraintes tectoniques. Et dans ce cas-là, normalement, toutes les couches vont être concernées, parce que c'est un phénomène qui est, disons, qui va concerner une fois que, disons, que la couche et toutes les couches sont consolidées, on va avoir une contrainte qui va s'exercer et puis qui va entraîner, par exemple, disons, le plissement de ces couches-là. Mais quand on a un phénomène de slump comme ça, tout simplement, on l'appelle un slumping. Un slumping, disons, c'est un glissement. On peut appeler ça pas un pli, mais on va appeler ça un glissement synsédimentaire. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. C'est un glissement, d'accord? C'est un glissement synsédimentaire. Donc, c'est un terme qui va mieux au lieu de dire un pli sédimentaire. Un pli sédimentaire, ça n'existe pas. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Bien, donc le sixième, donc on va arriver maintenant au septième figure, un autre type ce qu'on appelle en fait des bird eyes. Des bird eyes. Alors, bird eye, c'est un mot en anglais qui veut dire en fait les yeux d'oiseau. Les yeux d'oiseau. Alors, c'est quoi ces figures-là? Alors, ce sont des figures en fait qui indiquent en fait des échappements de bulles d'air. Regardez par exemple sur la figure. Vous voyez, normalement, vous êtes sur une plage. Nous avons disons, un niveau de sable, hein, du sable de la plage, et puis de temps en temps, vous avez des trous.
des trous dans le sable qui sont, disons, qui ressemblent aux yeux d'oiseaux. C'est pour ça qu'on les appelle des bird eyes. Alors, ça correspond à quoi, à des figures? Bien, c'est qui répond en fait à des figures d'échappement de bulles d'air. Ce sont les échappements de bulles d'air qui sont emprisonnés dans le sableux. Alors, je vous donne un exemple. Alors, le meilleur endroit, ça, vous avez déjà vu ça plusieurs fois, donc normalement sur les plages, quand vous êtes par exemple dans du sable, vous savez, normalement quand vous êtes sur la plage, vous marchez sur du sable et vous vous rendez compte qu'il y a en fait deux types de sable. Vous avez un sable qui est humide et puis un sable qui est sec. D'accord? Vous avez du sable humide et un sable qui est sec. Et là, bien sûr, vous avez la variation du niveau de la mer, ce qu'on appelle ça les variations donc, dues à la marée. Quelquefois, la mer, elle remonte jusqu'au sable sec. Quelquefois, à marée basse, la mer, elle descend. Elle descend, disons, sur plusieurs... ça dépend, mais elle peut descendre sur plusieurs centaines de mètres. Mais quand la mer remonte jusqu'au sable sec, vous avez quelquefois des vagues qui vont se mettre sur le sable sec, de l'eau qui va se mettre sur le sable sec. Et quand vous vous rendez compte, vous allez avoir des bulles d'air qui s'échappent donc de cette eau-là, des bulles d'air. Alors, avec les bulles d'air, ils correspondent à quoi? Bah, tout simplement, quand vous avez des grains de sable qui est sec, les grains de sable, vous avez de l'air dans la porosité du sable, vous avez de l'air. Hein? Vous avez de l'air entre les grains. Mais quand vous allez avoir de l'eau qui va se mettre sur le sable, l'eau, il va remplir donc les trous entre les grains de sable, et puis l'air, puisque l'air est plus léger que l'eau, il a tendance normalement à s'échapper. Et en s'échappant, il va créer des trous qu'on appelle des bird eyes. D'accord? Donc ça veut dire finalement quoi? Si vous trouvez des figures dans des séries anciennes, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Bien, on est automatiquement dans ce qu'on appelle les zones intertidales. Alors, rappelez-vous, les zones intertidales, c'est une zone littorale, parce que maintenant, on fait la zone littorale. Vous avez ce qu'on appelle la zone supratidale, la zone intertidale et la zone infratidale. Donc, normalement, vous avez déjà vu les subdivisions. La zone supratidale, c'est là où on a toujours le sable sec, il n'est jamais la mer. La zone infratidale, c'est la zone qui est toujours sous l'eau. Et puis la zone intertidale, c'est une zone qui est tantôt sous l'eau, tantôt à l'air libre, en fonction en fait des mouvements des marées. Oui, les bird eyes, on peut les trouver comme dans la zone intertidale. Oui, la question? Monsieur, on peut dire comme les zones de sapement. Les ondes de sapement. Qu'est-ce que vous voulez dire par les ondes de sapement? Monsieur, quand il y a une haute marée, une basse marée, toujours dans une zone. Mais on n'appelle pas ça une zone de sapement. Normalement, parce que normalement, là, les ondes de... Quand vous êtes par exemple dans un milieu de plage, dans la plupart des régions du monde, ben, vous avez le mouvement. Vous avez ce qu'on appelle le mouvement de marée, qui est dû par exemple à l'action de la Lune sur la surface de l'eau. Vous avez par exemple la marée haute, et puis vous avez la marée basse. Par exemple, on a ce qu'on appelle par jour, par 24 heures, on a ce qu'on appelle 2 marées hautes et 2 marées basses. Il y a une marée haute à 6 heures du matin, donc 6 plus 6, ça fait 12. Donc à midi, on a une marée basse. Donc 6 heures de l'après-midi, on a une marée haute. 6 heures, on a une marée basse. Ça veut dire en fait que pendant 24 heures, on a ce qu'on appelle 2 marées hautes et 2 marées basses. Ou justement, quand vous passez d'une marée basse à une marée haute, l'eau couvre la partie du sable qui est sec et automatiquement, on a le phénomène. Ça veut dire en fait que les bulles, enfin l'air qui est emprisonné dans le sable, qui est contenu entre les grains de sable, une fois que l'eau de mer se met dessus, du fait que, disons, l'air il a une densité plus faible que l'eau, pardon, donc l'air il a tendance à s'échapper, et en s'échappant, il s'échappe par des trous qui forment comme ça, et donc qui forment ce qu'on appelle donc des bird eyes.
Donc, ça veut dire en fait tout simplement que, on explique ça pour le phénomène d'actualisme, mais ce qui est important pour nous, c'est que si jamais vous trouvez des birthdays dans une série ancienne, bah, automatiquement, vous allez dire que vous êtes dans une qui est intertidale. D'accord? Oui, monsieur. Bien. Alors, une dernière figure pour terminer, dans les figures, donc toujours post-dépôt, ce qu'on appelle en fait des polygones de Halit. Des polygones de Halit. Et là, ce sont des figures également. Alors, les polygones de Halit, la Halit, c'est quoi? Le Halit, c'est le sel. Donc là, ce sont des figures en fait qui se forment dans des milieux qui sont riches en sel, très riches en sel. Et on les appelle polygones. Pourquoi? Parce que regardez la figure, vous allez avoir en fait des figures qui ressemblent à ce qu'on appelle des mud cracks. Il ne faut pas les confondre. Les mud cracks, c'est ça. Ce qu'on appelle, c'est les fonds de dessiccation. D'accord? Il ne faut pas les confondre. Ils se forment dans des argiles, des argiles fins suite à l'assèchement. Au hadou, ils se forment généralement dans des milieux qui sont riches en sel. Donc, ce sont des figures en liaison avec la cristallisation des vaporites. Hein, la cristallisation des vaporites, ça veut dire en fait du sel et du gypse. Ils indiquent en fait des milieux évaporitiques. Chaque fois, normalement, que vous avez des polygones, de Halit, normalement, vous pouvez dire qu'on est dans une région évaporitique. Et qui veut dire région évaporitique? Dire en fait qu'on a un milieu qui est très chaud, avec une faible tranche d'eau. D'accord? Des figures en liaison avec la cristallisation des vaporites. Alors, tout simplement, c'est la même chose. Alors, comment est-ce qu'ils se forment? Bien, tout simplement, donc, vous imaginez, alors, encore une fois, je vais vous faire un petit schéma, diapositive. Par exemple, j'ai par exemple une couche, d'accord? Une couche argileuse avec du sel. Oui, j'ai une couche argileuse avec du sel. Et là, normalement, si disons, au début, c'est une couche qui est hydroplastique, ça veut dire en fait qui contient du sel et de l'eau. De l'eau, mais de l'eau salée. Quand la couche, par exemple, se trouve à la surface, hein, avec une faible tranche d'eau, vous allez avoir l'évaporation de l'eau. L'eau va s'évaporer. Et quand l'eau va s'évaporer, bien automatiquement, la couche va perdre du volume. Parce que le volume d'eau, il doit être manqué. Alors, normalement, qu'est-ce qui va se faire? Ben, tout simplement, on va avoir la création de fissures. Il va y avoir en fait la création de fissures tout au long de la couche. D'accord? Vous allez avoir des fissures. En fait, ce sont des fissures qui vont s'ouvrir. D'accord? Voilà, c'est des fissures qui vont... Normalement, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que normalement, quand la couche contient de l'eau, vous avez un certain volume. Hein? Mais quand l'eau s'évapore, la couche va perdre du volume. Donc, le volume qui est perdu, ben, il va être sous forme donc, de fissures. Donc, c'est pas normalement quand on a des fissures, on a des fissures qui qui correspondent tout simplement au manque de volume qu'on doit gagner. En fait, c'était le volume, c'est le volume en fait qui était occupé par l'eau. Si l'eau s'évapore, ben, automatiquement, vous perdez du volume. Dans ces polygones de Halit, quelquefois, la plupart du temps, nous pouvons avoir des cristaux de sel, que vous voyez ici en bas à droite. Vous voyez, normalement, on a carrément des cristaux de sel qui sont, disons, fossilisés dans les couches. Donc, normalement, si vous voyez dans des polygones de Halit dans une couche ancienne, donc vous savez, normalement, les informations qu'on peut tirer. C'est-à-dire, en fait, qu'on est dans un milieu qui est très salé, évaporitique, et par conséquent, milieu peu profond et milieu avec une température importante. Voilà, donc si vous voulez, tout ce qu'on peut dire, les figures donc post-dépôt, ben, la même chose, donc je répète que la même chose, il y a d'autres figures, mais je me limite là-dessus parce qu'en fait, ce sont les plus abondantes. Alors la prochaine fois, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on va attaquer directement donc, le dernier type donc, de figures sédimentaires, c'est ce qu'on appelle les bioturbations. D'accord? Les bioturbations, bien sûr, qui sont liées à l'activité des organismes. Ça va? Vous avez compris? En gros? Monsieur? Oui, monsieur, c'est bon. Monsieur, Très j'ai bien. une question. Oui, allez-y, mademoiselle. Monsieur, j'ai une question concernant la séquence négative. Oui. Monsieur, comment peut-elle se former dans un milieu agité? Alors, mademoiselle, c'est une très bonne question.
Je vous ai expliqué normalement que c'est une séquence qui est très rare. J'ai bien insisté dessus. On arrive à les trouver dans certaines régions, mais c'est une séquence qui est très rare. D'accord? Les séquences les plus abondantes, ce sont ce qu'on appelle les séquences de granuloclasmon positif. Alors, les granuloclasmon négatifs, où nous avons une augmentation de la taille des grains vers le haut, généralement, ils se forment dans des milieux agités. Mais il faut avoir des conditions spéciales. Malheureusement, ça va être difficile de vous expliquer. Il faut peut-être un peu de craie, un tableau et une craie pour que je vous explique. Mais j'espère qu'on aura l'occasion. Donc, je vous explique. Donc, tout simplement, sachez que ce sont des figures qui sont très rares dans la nature. D'accord? Oui. Et que normalement, quand vous les trouvez, généralement, ils sont dus à des conditions particulières d'agitation du milieu. D'accord? Monsieur. Oui, monsieur, surtout pour les sédiments fins, j'ai pas compris comment ils peuvent se déposer dans un milieu agité. J'ai pas bien compris, mademoiselle. Monsieur, j'ai dit surtout pour les sédiments fins, j'ai pas compris comment ils peuvent se déposer, même si le milieu est agité. Oui, effectivement, normalement, c'est des conditions un peu particulières, parce qu'effectivement, quand le milieu est agité, c'est ça qu'il faut comprendre, normalement, dans un milieu qui est agité, normalement, les sédiments fins ne peuvent pas se déposer. Oui. Vous avez compris ça? Oui. Voilà. Dans les sédiments fins, par exemple, dans un milieu qui est agité, ce sont uniquement les sédiments grossiers qui peuvent se déposer. Mais normalement, alors comment se forme une séquence positive? Je vais essayer de vous expliquer. Parce que normalement, quand on a un sédiment fin qui se dépose, si vous augmentez les conditions hydrodynamiques, bah, automatiquement, le sédiment fin il va être enlevé. Oui. Bien d'accord? Oui. Alors, normalement, il faut imaginer des conditions d'agitation où le sédiment il est conservé. Normalement, on peut avoir des conditions spéciales où le sédiment est conservé malgré l'agitation du milieu et de façon à ce que, par exemple, l'apport suivant qui est lié à l'agitation va se déposer dessus. Voilà, c'est comme c'est des conditions un peu particulières, mais qui peuvent rarement arriver généralement dans des conditions de sédimentation. C'est bon? Oui, monsieur, merci.